Amélie, annule ton mariage. On a besoin de toi pour l'organisation de celui de Bastien. Tu sers enfin à quelque chose. Ma mère a lâché cette phrase entre deux gorgées de champagne, comme si c'était une conversation normale. De l'autre côté de la table, mon frère Bastien a eu un sourire narquois en ajustant sa fausse Rolex. Mon père, lui, n'osait même pas me regarder. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pris mon sac, j'ai fait glisser la note de 400 € non payée vers mon père, et j'ai quitté le restaurant sans un mot. Ils ont pris mon silence pour une défaite. Ils ne savaient pas que c'était la première arme que je dégainais. Vous a-t-on déjà dit que l'événement le plus important de votre vie comptait moins que celui d'un frère ou d'une sœur? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis absolument tout. Je m'appelle Amélie. J'ai 29 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le filet de sécurité financier de la famille, déguisé en déception. Tout a commencé quand j'avais 16 ans. Pendant que les autres jeunes de mon âge économisaient pour leur bal de promo, je remettais chaque vendredi à mon père une enveloppe blanche contenant exactement 150 €, issue de mes pourboires au bistrot où je travaillais. Ils appelaient ça « contribuer aux charges du foyer ». J'appelais ça un loyer. Cette même année, pour ses 18 ans, mes parents ont acheté à Bastien une Golf GTI flambant neuve. Ils ne lui ont jamais demandé un centime pour l'essence. Ils ne lui ont jamais demandé de trouver un travail. Ils lui ont tendu les clés en lui disant qu'il était destiné à de grandes choses. Je me souviens de l'avoir regardé s'éloigner, le moteur rugissant, pendant que je calculais s'il me restait assez d'argent pour acheter un manuel d'occasion pour préparer mon bac d'histoire géo. J'en ai pleuré à l'époque. Je me sentais petite et utilisée. Mais aujourd'hui, depuis le siège conducteur de ma propre vie, je réalise que cette enveloppe de billets était la meilleure éducation qu'il m'ait jamais donnée. Elle m'a appris la valeur de l'argent. Et plus important encore, elle m'a appris que leur amour avait un prix que je ne pourrais jamais me payer. Mais rien ne m'avait préparé à la mission suicide financière qu'ils avaient lancée pour ce mariage. Quelques jours après le dîner à la table d'argent, j'étais assise dans mon bureau, un espace que j'avais acheté et payé sans leur aide, et j'ai consulté les registres de la propriété de la maison de mes parents. Je devais comprendre d'où venait l'argent. Mon père s'était plaint du prix du fioul tout l'hiver, et voilà qu'ils organisaient un événement à 6 chiffres. Le calcul ne tenait pas la route. Un clic, et la vérité a éclaté sur l'écran. Ce n'était pas des économies. C'était un massacre. Pour financer l'acompte non remboursable de 150 000 € pour le mariage royal de Bastien, mes parents n'avaient pas simplement raclé les fonds de tiroir. Ils avaient contracté un nouveau prêt hypothécaire sur leur maison entièrement remboursée, liquidant 80% de la valeur qu'ils avaient mis 30 ans à construire. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai creusé davantage les implications fiscales. Pour couvrir le reste, ils avaient liquidé prématurément leurs assurances-vie. Ils ont accepté la pénalité. Ils ont subi l'énorme impôt sur le revenu. Ils ont littéralement mis le feu à tout leur avenir financier juste pour que Bastien soit au chaud le temps d'un week-end. Je fixais les chiffres, ressentant une nausée froide. Pourquoi des adultes rationnels feraient-ils une chose pareille? C'est ce que j'appelle l'aveuglement du parieur. Voyez-vous, mes parents n'aimaient pas seulement Bastien. Ils étaient accros à l'idée qu'ils se faisaient de lui. Ils avaient misé chaque centime de leur retraite sur le fantasme que Bastien était un génie des affaires qui deviendrait millionnaire et prendrait soin d'eux. Ils avaient besoin qu'il soit l'enfant prodige. Si Bastien réussissait, alors leur imprudence était en fait un investissement brillant. Si Bastien était un imposteur, alors il n'était que deux personnes âgées qui s'étaient ruinées pour satisfaire leur ego. C'est pour ça qu'ils me détestaient. J'étais stable. Je n'avais pas de dette. J'étais ennuyeuse. J'étais le miroir qui leur renvoyait leurs propres bêtises. Chaque fois que je payais une facture à temps ou que j'économisais de l'argent, cela leur rappelait qu'ils n'avaient pas besoin de tout miser pour être en sécurité. Ils devaient briser le miroir pour continuer à croire aux mensonges. Ils pensaient investir dans un roi. Ils ne savaient pas qu'ils finançaient un bouffon du roi qui pillait déjà le trésor. L'escalade a commencé 3 semaines avant le mariage, et ce ne fut pas subtil. Ça a commencé par un SMS de Bastien à 2 h du matin. T'occupes du traiteur. Il pose des questions sur les options végétaliennes.
Gère ça. Pas de s'il te plaît. Pas de bonjour. Juste un ordre, comme si j'étais son assistante personnelle. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné alors que j'étais en réunion avec un client. C'était ma mère. J'ai laissé un message vocal. Elle a rappelé encore et encore, 17 fois en 20 minutes. Finalement, je suis sortie dans le couloir et j'ai répondu. Quelle est l'urgence, ai-je demandé, le cœur battant. Pourquoi tu ne réponds pas à ton frère, a-t-elle hurlé. Il est sur les nerfs. Il a besoin que tu gères les contrats des prestataires. Tu sais bien qu'il n'est pas doué pour les détails. J'ai un travail, maman, ai-je dit en gardant une voix basse. Et j'ai mon propre mariage à préparer. Tu te souviens, celui que tu m'as dit d'annuler? Ne sois pas égoïste, Amélie, a-t-elle lâché. Bastien est le dauphin de l'Empire Lambert. Ce mariage est un événement de réseautage pour son avenir. Le tien, c'est juste une petite cérémonie. Donne la priorité à la famille. Je ne le ferai pas, ai-je dit, avant de raccrocher. Cet après-midi-là, ils ont débarqué à mon appartement, tous les trois. J'ai ouvert la porte pour trouver Bastien, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que ma voiture, flanqué de mes parents comme des gardes du corps. Il m'a bousculé pour entrer dans le salon sans attendre d'invitation. Il est où, Julien, a-t-il demandé, regardant autour de lui avec un air méprisant. Dehors à réparer des toilettes quelque part? Julien travaille, ai-je répondu, laissant la porte ouverte. Qu'est-ce que vous voulez? Nous devons parler de ton attitude, a dit mon père en entrant. Ton frère subit une pression immense. Le moins que tu puisses faire, c'est l'aider à coordonner. Je vous ai dit non, ai-je répété. Je suis occupé. Bastien a ri. Il s'est approché de mon bureau et a pris une photo encadrée de Julien et moi. Occupé à quoi? À brasser des chiffres pour des clopinettes? Écoute, Amélie, soyons réalistes. Julien est un artisan. Tu es une comptable glorifiée. Aucun de vous deux ne comprend les enjeux ici. Il a reposé la photo, face contre le bureau. Je serai directeur commercial avant Noël, a-t-il annoncé en bombant le torse. Monsieur Lambert en personne sera là. Cet événement doit être parfait. Si je décroche cette promotion, je gagnerai assez pour t'acheter et te vendre 10 fois. Je l'ai regardé, vraiment regardé. L'arrogance, le sentiment que tout lui était dû, la certitude absolue que le monde existait pour le servir. Tu penses vraiment que tu vas l'avoir, cette promotion, ai-je demandé calmement. C'est dans la poche, a-t-il ricané. Lambert m'adore. Je suis son poulain. C'est pour ça que papa et maman ont mis l'argent. C'est un investissement sur le cheval gagnant. Ma mère a hoché la tête avec ferveur. Exactement. Nous investissons dans l'avenir et tu dois monter à bord, Amélie. Arrête d'être jalouse et commence à être utile. Jalouse, ai-je répété. Oui, jalouse, a crié Bastien. Parce que c'est moi qui vais quelque part. C'est moi qui compte. Et toi, tu n'es que la boniche. Alors comporte-toi comme tel. Il m'a gratifié de son sourire narquois. Le même qu'il utilisait quand nous étions enfants, quand il cassait mes jouets et me reprochait de pleurer. D'accord, ai-je dit. Le mot avait un goût de cendre, mais il était nécessaire. Je serai là. Bien, a dit mon père en tapant dans le dos de Bastien. Tu vois, elle avait juste besoin qu'on lui rappelle sa place. Ils sont partis en se faisant des high-fives dans le couloir. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir écrasée et soumise à nouveau. J'ai fermé la porte et les verrouillé. Puis je me suis retournée et j'ai regardé l'appartement vide. Ils ne savaient pas que Julien n'était pas en train de réparer des toilettes. Il était dans une salle de conseil à l'autre bout de la ville, en train de signer les derniers papiers pour l'acquisition d'une chaîne de lieux de réception de luxe, y compris le domaine de Valois, l'endroit même que Bastien venait de réserver. Et il ne savait certainement rien de mon travail. Comptable glorifié. C'est comme ça que Bastien m'avait appelé. Je suis allée à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connectée au portail sécurisé du groupe Lambert. J'ai entré mes identifiants. Utilisateur,
A. Dubois. Niveau d'habilitation, auditrice légale externe. Statut, actif. Je n'étais pas une simple comptable. J'étais la personne engagée par le conseil d'administration pour trouver la fuite dans leur division commerciale. J'étais la personne dont Bastien avait une peur bleue. Seulement, il ne savait pas que j'existais. J'ai fixé l'écran. Il voulait que je sois utile. J'allais être utile. J'allais être la personne la plus utile de toute leur vie. J'allais auditer l'existence entière de mon frère. Le lendemain matin, je n'ai pas enfilé mon legging habituel de télétravail. J'ai mis un blazer anthracite, des talons aiguilles qui claquaient sur le marbre comme des coups de feu, et les boucles d'oreilles en diamant que je m'étais offertes après ma dernière grosse affaire. J'ai conduit jusqu'au centre-ville, à la Tour Lambert, un monolithe de verre et d'acier de 40 étages qui dominait l'horizon. Pour ma famille, ce bâtiment était le temple où Bastien officiait. Pour Bastien, c'était le royaume qu'il était sur le point d'hériter. Pour moi, c'était une scène de crime. Je suis entré dans le hall. L'agent de sécurité, un ancien militaire nommé Gérard qui ne souriait jamais à personne, a levé les yeux. Il m'a vu, s'est redressé et a hoché la tête. « Bonjour, mademoiselle Dubois », a-t-il marmonné. « La salle de réunion B est déverrouillée pour vous. »« Merci, Gérard. » J'ai passé mon badge. Ce n'était pas un badge visiteur. C'était une carte d'accès niveau rouge, le genre délivré uniquement aux cadres supérieurs et aux auditeurs externes engagés pour les surveiller. Le voyant est passé au vert et je suis entré dans l'ascenseur. Je n'étais pas là pour pointer. J'étais là pour chasser. Je me suis installé dans la salle de conférence privée au 38e étage. Je n'avais besoin de pirater quoi que ce soit. J'avais un accès route. J'ai extrait les registres financiers de la division commerciale, en particulier les comptes gérés par le meilleur vendeur, Bastien Dubois. Comptable glorifié, avait-il dit. J'ai ouvert le grand livre numérique. Je n'ai pas cherché d'erreurs de calcul. Les erreurs de calcul sont des erreurs. Je cherchais des schémas, et les schémas racontent des histoires. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver le fantôme dans la machine. Les chiffres de vente de Bastien étaient spectaculaires. Trop spectaculaires. Il affichait une croissance de 30% d'un trimestre à l'autre sur un marché stagnant. J'ai cliqué sur ses 3 plus gros nouveaux clients, Solutions Global Apex, Vertex Media et Cabinet Northstar. J'ai fait une vérification rapide avec la base de données du registre du commerce et des sociétés. Solutions Global Apex, dissoute en 2019. Vertex Media, l'adresse enregistrée était une simple boîte postale dans un centre commercial de la banlieue de Lyon. Cabinet Northstar n'existait pas. Mon frère n'était pas un génie de la vente. C'était un romancier. Il créait de fausses factures pour gonfler ses objectifs de vente, déclenchant d'énormes bonus de performance pour lui-même. Mais d'où venait l'argent pour payer ses factures ? J'ai suivi les flux de trésorerie. Il détournait le budget marketing de l'argent destiné aux publicités et aux dîners de clients vers des paiements de fournisseurs à ces sociétés fictives. Et voici le clou du spectacle. J'ai retracé le numéro de routage de Vertex Media. Il me semblait familier. J'ai ouvert ma propre application bancaire et j'ai vérifié mon historique de virement, en particulier les 2000 € que j'avais envoyés à Bastien pour la réparation de sa voiture l'année dernière. Les numéros de routage correspondaient. Il virait l'argent de l'entreprise directement sur son compte PayPal personnel. Il ne se contentait pas de truquer les comptes. Il était en train de mettre le feu à la cuisine. Le montant total détourné sur 3 ans s'élevait à un peu plus de 400 000 €. Je me suis adossé à ma chaise, sentant un œuf froid et dur dans mon estomac. Ce n'était pas seulement contraire à l'éthique. C'était passible de prison ferme. C'était de la fraude électronique, de l'évasion fiscale et du détournement de fonds à grande échelle. Puis j'ai trouvé la cerise sur le gâteau, un brouillon de mail dans son dossier d'envoi, adressé à un pote de son école de commerce. Le vieux Lambert devient gâteux. J'imprime des billets ici et personne ne surveille. D'ici à ce que je sois directeur, j'aurai enterré les preuves. Les parents viennent d'hypothéquer la maison pour le mariage, donc je suis tranquille. J'ai fixé l'écran.
Il qualifiait le sacrifice de nos parents, leur ruine financière, de filet de sécurité pour lui. Il se moquait d'eux. Il se moquait de Monsieur Lambert. J'ai cliqué sur « Imprimer ». L'imprimante laser a vrombi dans le coin, crachant page après page de preuves accablantes. Relevés bancaires, fausses factures, l'email, les journaux d'adresse IP. C'était une pile épaisse, chaude au toucher. Elle pesait à peu près autant qu'une brique, et elle ferait tout autant de dégâts en lui tombant dessus. J'ai organisé les papiers proprement, en tapotant les bords sur la table en acajou pour les aligner. Puis j'ai placé la pile entière dans une épaisse enveloppe couleur crème. Sur le devant, de ma plus belle calligraphie, j'ai écrit 2 mots. Cadeau de mariage. Le jour du mariage fut un spectacle de démesure. Je suis arrivée au domaine de Valois dans une robe de soirée que j'avais achetée spécialement pour ce moment. Bleu nuit, épurée et d'une élégance dévastatrice. Julien, dans son smoking, ressemblait à James Bond. Nous n'avions pas l'air d'être les petites mains. On aurait dit les propriétaires des lieux, ce qui, techniquement, était le cas de Julien. Nous avons franchi les grilles en fer forgé, passé les fontaines qui crachaient du champagne, et sommes entrés dans la grande salle de bal. C'était à couper le souffle. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond. Des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux de caviar. C'était un palais construit sur un lit de mensonges. Bastien tenait salon près du bar, déjà à son 3e verre. Il nous a repérés immédiatement. Tiens, a-t-il ricané en s'approchant avec un verre de scotch à la main. Regardez qui a décidé de se mettre sur son 31. Vous les avez loués ou volés? On les a achetés, ai-je dit, la voix froide. Belle fête, Bastien. Ce n'est pas une fête, a-t-il corrigé, en se penchant si près que je pouvais sentir l'alcool cher sur son haleine. C'est un couronnement. Monsieur Lambert est ici. Il va annoncer ma promotion ce soir. Et tu sais quel est le meilleur dans tout ça? Il a fait un geste vers la salle. Bastien se vanta que nos parents avaient tout financé parce qu'ils savaient qui était le vrai gagnant. Non loin, maman et papa rayonnaient en louant son leadership visionnaire, s'accrochant à l'illusion qu'il était l'héritier choisi de Lambert. Ils n'avaient aucune idée qu'il se tenait sur une trappe. Puis Monsieur Lambert est entré. Un silence s'est fait dans la salle alors que le légendaire homme d'affaires se frayait un chemin à travers la foule. Bastien s'est précipité pour l'accueillir, se vantant d'excellence et de destinée. Lambert a écouté calmement, puis est monté sur scène et a pris le micro. Je voudrais corriger une information, a-t-il dit. La précision est importante en affaires. Je vous demande d'accueillir mon auditrice légale en chef, Amélie Dubois. Le projecteur s'est braqué sur moi. Des halètements ont suivi. Mes parents se sont figés. Bastien est devenu livide. Lambert a annoncé la vérité. 400 000 € de détournement de fonds. 3 ans de fraude fiscale et un montage grossier de société écran. Bastien n'allait pas être promu. Il était licencié. Des agents fédéraux attendaient. Bastien s'est effondré alors qu'on l'arrêtait. Ma mère a hurlé que je mentais. Lambert a répondu simplement, ce sont des chiffres. Dehors, Bastien a craqué en voyant Julien et s'est jeté sur lui dans un mouvement de panique. Les agents l'ont plaqué au sol instantanément. Voix de fait a été ajoutée à la liste de ses chefs d'accusation. Mes parents ont alors exigé le remboursement de leur acompte de 150 000 € pour le mariage. Julien n'a rien dit. Je me suis avancée et j'ai cité la clause de bonne conduite du contrat. Toute activité criminelle annulait tout remboursement. Cet argent, leur retraite, leur dernier pari, appartenait désormais légalement à Julien. Bastien a écopé de 3 ans de prison. Mes parents ont perdu leur maison peu de temps après. Julien l'a rachetée plus tard aux enchères et l'a transformée en refuge pour adolescents en fugue. Ils ont essayé de me faire sentir sans abri toute ma vie. Maintenant, c'est moi qui détiens les clés, et les portes s'ouvrent enfin à ceux qui le méritent.